très bon substrat qui s'adapte pour la valorisation énergétique. Ça c'est comparé aux déchets et à la composition moyenne des déchets dans les pays développés, aux États-Unis, en Europe, ils sont à environ 30% de matière organique. Juste, je veux poser une question. J'ai vu dans la vie quotidienne des Américains, ils utilisent dans le système de cuisine des broyeurs. Des broyeurs à la cuisine. C'est-à-dire, c'est une machine qui broie les déchets. Ça, c'est pour le métallique, pour quoi? C'est-à-dire, parce qu'il y a des... Je pense qu'ils sont en train de faire le compostage à la maison. Ils font le tri à la soude, ils font du broyage et le compostage. En Europe aussi, en matière de déchets, on est censé trier avant de jeter. Oui, ça c'est le tri à la soude. Déjà, on a 3 poubelles. Déjà, on a 3 poubelles. Poubelle verte, poubelle bleue, poubelle... Est-ce que vous avez une idée sur la gestion des déchets Fitoun? Juste un petit mot, une petite parenthèse. Alors, Fitoun, qu'est-ce qu'on fait de nos déchets? Il y a des filières de collecte des déchets, tout ce qui est déchets plastiques, verre, métal et carton-papier. Et donc, c'est des filières, c'est comme des programmes de collecte et de valorisation. Ecolef, Ecosit, c'était des programmes qui étaient initiés depuis 2005 pour la valorisation des fractions valorisables de nos déchets. Donc le reste, ce qui reste de nos déchets, ils sont collectés par les municipalités et collectés au niveau de centres de transfert enseignants, c'est des centres intermédiaires dans chaque gouvernorat. Et par la suite, il y a des centres où il y a le tri au niveau des centres de transfert. Sinon, ça part pour les décharges contrôlées. Depuis 2005, nos déchets partent vers les décharges contrôlées, c'est les contrôles landfill. Et notre politique de gestion des déchets Fitoun, c'est basé sur le landfilling, sur l'enfouissement. L'enfouissement, mais un enfouissement contrôlé, parce qu'avant c'était dans des dépotoirs sauvages. C'est des dépotoirs contrôlés, des décharges contrôlées. La plus grande décharge, c'est sur le Grand Tunis, c'est celle de Bolchekir, et elle reçoit les déchets municipaux, les déchets ménagers assimilés du Grand Tunis, de l'Ariana de Nablus. Donc, Grand Tunis, l'Italienne de Nablus et Tunis. Donc, au niveau des décharges contrôlées, ce qu'on fait, c'est tout d'abord la décharge contrôlée, le site de la décharge contrôlée, il faut que ça soit choisi et étudié selon l'emplacement. En fait, il y a des critères de choix du site même, du terrain où on peut mettre une décharge contrôlée. Parce que vous avez tous entendu, certainement dans les médias, le problème des déchets dans l'île de Djerba. Là, c'était parce que l'île de Djerba, elle ne se prête pas à recevoir une décharge. Toute l'île, il n'y a pas un endroit où on peut mettre une décharge. Je pose la question pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des critères. Pourquoi? En fait, il y a des critères de choix. Parce qu'il y a un critère, est-ce que le sol il est capable de stopper la diffusion des effets de déchets sur la nappe d'eau aquatique. Sinon, on empoisonne les gens. On les empoisonne. En fait, parmi les critères primordiaux de... On écoute et on pose des questions. C'est juste donc, parmi les critères basiques de la conception des charges contrôlées, c'est d'avoir ce qu'on appelle une couche imperméable. C'est une barrière passive, une couche argileuse imperméable qui évite toute contamination des nappes phréatiques. C'est primordial. Voilà. Et ça assure l'étanchéité du terrain, et ça évite tout ce qui est infiltration des jus de l'enfouissement. Quand on met des déchets et quand on fait le tassement, il y a une fraction, le jus, tout ce qui est humidité, ça s'infiltre. Et pour éviter cette infiltration, donc, il faut qu'il y ait une barrière passive, et puis on fait ce qu'on appelle des barrières actives, c'est des biopolymères, c'est des textiles biopolymères qui évitent, c'est une barrière de sécurité de second ordre,
qui évite toute infiltration du jus des déchets au niveau de la nappe phréatique. C'est-à-dire que ce sont des sols qui sont naturellement conçus comme ça, voilà. En fait, comme il faut que le sol présente une couche imperméable, argileuse imperméable, ça c'est ce qu'on appelle une barrière passive, qui évite toute infiltration de jus. Et pour s'assurer que ça passe pas, parce qu'il y a des fractures, parfois il y a des poches, vous savez, la géologie n'est jamais parfaite. C'est exactement le même problème des déchets nucléaires, parce qu'on ne peut pas mettre des déchets nucléaires n'importe où. La France transporte ses déchets nucléaires en Allemagne, parce qu'il y a des sites vraiment complètement étanches. Donc, oui, le déchet, ça pose un problème. Il y a une barrière, ce qu'on appelle une barrière active. C'est une barrière active parce qu'on peut la refaire, l'enlever. C'est un géopolymère ou un géotextile qui renforce cette étanchéité. Dans les décharges contrôlées aussi. Il y a déjà dans la nature. La couche argileuse, elle est le choix du site. Et aussi, elle n'existe pas. Il n'y a pas une nappe. La synthétique, ils le font après pour renforcer l'étanchéité. Donc le premier critère, c'est que le sol est prédisposé déjà à recevoir toute cette décharge organique. Et après, il y a vraiment une science derrière, des polymères qui s'utilisent pour renforcer la capacité d'infiltration des jus organiques. Ça, c'est un critère parmi d'autres. Il y a aussi l'éloignement par rapport aux habitations. C'était un critère figé qui n'est pas accompli parce qu'il n'y a pas de zone rurale, c'est tout qui ont des zones. Et l'État a commencé à prendre des dispositions par rapport à ça. Je ne sais pas. La dernière étape qui a été faite, c'est de faire des balles de déchets, l'emballage des déchets, et d'exporter ça en dehors de l'île. D'accord. Mais ça, c'est pas encore fait. Ça fait 2 ans, les balles, elles sont là. L'incinération des déchets, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a certains pays européens, ils importent les déchets pour produire de l'énergie. Par exemple, sur l'île de France, sur l'île de les déchets internes ne sont pas très calorifiques. Donc, ils importent des déchets pour améliorer le pouvoir calorifique et pour produire plus d'énergie. Donc, c'était une politique qui a été adaptée depuis 2005, c'était l'enfouissement. Bon, là, on commence à subir les conséquences, parce qu'après 10 ans, on commence à accueillir à avoir des problèmes. Les problèmes, c'est de 2 ordres. Le premier problème, c'est lié à ce que vient de dire tout à l'heure, c'est le jus des déchets, ce qu'on appelle des lixivias. En anglais, ça s'appelle leachates. Ces lixivias, après un certain temps d'enfouissement et de tassement, on commence à récupérer ces lixivias. Il faut les traiter. Et ça se traite comme des... vous avez une idée sur les lixivias, ça se traite comme des déchets dans des eaux usées. Le traitement d'herbe, il est lourd. Là où on commence à mettre en place des dispositifs lourds pour traiter les lixivias qui proviennent des déchets. On a une station qui font ça, c'est des Allemands qui font ça. Et presque dans toutes les décharges, il y a des stations de traitement. Mais la station, elle n'est pas bien dimensionnée. J'ai entendu parler qu'elle ne fonctionne pas. Pour la station allemande à Boschik, elle fonctionne pas, elle est dimensionnée. Si, elle a fonctionné pendant 2012-2013. En fait, l'ancienne qui était mobile, elle était transportée à Bizerte. Mais il y a un fixe في Boschik. سمحني شنو la profondeur اللي يحفروا بها؟ La profondeur تاع الديشي des dizaines de mètres. Des dizaines de mètres معناها يعمل كازي ايوا يعمل كازي ويردموا ويطاس ويصبوا معناها يهبطوا الديشي ويطاس. من الاول يعملوا ان بريليفمون حتى الديمتر باش يبدوا الارجيل يشوفوها يحلوها ولا؟ En fait, c'est tout est cartographié. En Tunisie, tout est cartographié. On sait le sous-sol, la profondeur. Qu'est-ce qu'on a comme concours? On n'analyse pas l'argile. Mais le taux de perméabilité نتاعها معناها قداش pourcentage? C'est connu, c'est la géologie, c'est ce que font de tous les jours. La nature de la roche, on peut savoir. Il peut faire des forages pour savoir tout ce qui est civil. Par exemple, l'eau de pluie, il est contaminée.
biologiquement contaminés. Donc ça c'était une parenthèse sur la gestion actuelle des déchets que Tunis. Bon, on fait, c'est des trucs qui se font à l'échelle de... En fait, je vais prendre note. Si c'est possible, Donc ça c'est une parenthèse sur la gestion actuelle des déchets de Tunis et pourquoi on a pensé à la valorisation de ces déchets en biocarburant. Donc oui, le deuxième problème c'est le problème du biogaz. En fait, après un certain temps, il y a la fermentation quand on fait le gaz sur les déchets, il y a le procédé, le process, les réactions de fermentation qui produisent du biogaz. Une fermentation aérobie parce qu'il n'y a pas d'oxygène, donc il y a le biogaz. Et jusqu'à présent, le biogaz il n'est pas exploité, il est torché au niveau des charges contrôlées. Apparemment, elle est développée voilà. Mais apparemment, il y a eu un contrat qui est signé pour que le biogaz ne soit pas exploité pendant 10 ans, 15 ans. Je vois les marques exploitant du lait par d'échange. Ça, c'est à vérifier. Donc, c'est en fait, c'est les réglementations légales qui stoppent le jus est-ce que معناها مشكلة فينانسية ولا بوليتيك؟ Je pense que c'est une information à vérifier. Il y a eu un accord pour que le biogaz de la décharge ne soit pas exploité pendant une durée de temps. Comment sur le plan technologique, c'est mature, c'est bien. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Là, c'est torché. Il y a un profil à l'air libre. Torché. Qui m'a dit torché les champs pétroliers. Vous savez, de préférence, il faut torcher le gaz que de laisser s'évacuer la guêpe, ça évite les gaz à effet de serre. Donc, ça c'était sur le plan qualité, sur le plan nature de nos déchets. On a une bonne composante organique qui nous incite à les valoriser sous forme de biocarburant. En termes de quantité, on a aussi un grand gisement, donc on a des déchets ménagers de l'ordre de 2,2-2,5 millions de tonnes par an, c'est l'équivalent de 0,5 kg par habitant et par jour. On a des déchets particuliers des fermes, et des déchets agroalimentaires ou agro-industriels. On a un bon gisement de déchets, les sewage sludge, ça c'est les bouts des stations d'épuration, et qui sont aussi à forte composante organique, donc ce qui se prête bien pour la conversion énergétique. Donc c'est vraiment de bonnes conditions pour la conversion énergétique des déchets solides. Hein. On reste toujours dans le pour reconnaître un déchet a une bonne valeur énergétique, on a mis un grand pourcentage de حاجات organiques. Alors, l'énergie c'est quoi? Un vecteur énergétique c'est quoi? C'est du carbone, c'est de l'hydrogène, hein, pour avoir l'énergie. Donc, le carbone, l'hydrogène, ça se trouve à la base, dans la matière première, c'est dans la matière organique. La matière organique, ce n'est rien d'autre que le carbone, hydrogène, oxygène, azote, soufre et d'autres composés, ce qu'on appelle les éléments. En général, we choose, if you remember, like the first generation, second and third, we base our feedstock on the carbon source. When we have carbon in there, we can transform it into biofuels or something like this. Voilà. Donc ça c'est les voies de valorisation. Il y a à partir des déchets solides, on peut produire des biocarburants
par différentes voies de valorisation. Je pense que vous savez. en détail, qu'on appelle les gasification. Voilà. Donc, ces différentes voies, ils se répartissent entre deux grandes familles, la voie thermochimique et la voie biochimique. La voie biochimique la plus connue, on trouve la digestion anaérobie, c'est pour produire du biogaz. La fermentation alcoolique, c'est pour produire essentiellement le bioéthanol. Et l'extraction, c'est pour les huiles essentielles. Et ces huiles essentielles, ils peuvent être utilisées telles dans les moteurs, sinon on peut passer par l'étape de la transestérification pour produire des éthers méthyliques d'acide gras, le biodiesel. Donc ça c'est pour la voie biochimique. Pour la filière thermochimique, on a les grands procédés comme la pyrolyse, la gasification et la combustion ou l'incinération. La torréfaction, bon, c'est une forme de pyrolyse. Le plasma treatment actif. J'ai utilisé 5 stylos là. C'est bon, c'est toute une trousse. Bon, la différence militaire, ça marche. Alors, donc la grande différence entre les deux filières, c'est que pour la filière biochimique, c'est plutôt la décomposition à l'aide de micro-organismes. Donc, on fait intervenir des micro-organismes biologiques, c'est pour ça l'appellation de biochimique. Et pour la conversion thermochimique, c'est basé essentiellement sur le craquage thermique, sur le fait de la chaleur. Il y a des conditions générales importantes qu'il faut avoir pour choisir entre la filière biochimique ou la filière thermochimique. Et c'est basé essentiellement sur la nature de la matière organique, et la nature de la matière première, et surtout sur son contenu en matière organique ou en humidité. L'humidité est pour la filière biochimique, quand on a des déchets humides et à une composante organique plus ou moins importante, supérieure à 40%, on se penche plutôt pour la conversion biochimique. L'humidité, ça aide pour la fermentation. Parfois, on laisse nos déchets 3-4 jours dans un sac. C'est fermentation, donc ça, c'est dû essentiellement à l'humidité contenue dans les déchets. Et pour la conversion thermochimique, ça nécessite essentiellement des déchets plus ou moins secs. Les déchets, normalement, ils ont un tri. Les déchets. Est-ce que maintenant, ici, le tri, on n'a pas le tri à la source. Normalement, dans les pays développés, le tri c'est à la source. Donc ça c'est primordial. Donc on a le verre, le plastique, le carton papier, ou les déchets ménagers et assimilés. Donc le métal, donc tout ça, et les différents déchets triés partent pour des filières. احنا عملنا شويه اي فوالا بالنسبه للبلاستيك يمشي شويه نعمل ما في بس حاطين لنا كوبايه كبيره للعباد اللي ما يحبوش يعملوا هذاك الكل دابا يحطوا فيها يحطوا غادي وما طبعا بعد نعملوا donc bon, il y a un encouragement de l'État pour faire le tri, et surtout pour le plastique. Donc, c'est vendu à 300 000 euros pour le lapin. Et pour le filière carton-papier aussi. Donc, sinon, tout le reste, ça part pour la valorisation. Et tous les le tri, on parle de combustion. Il y a l'extraction ou directement? En fait, les filières ça c'est sur le plan académique. Enfin, des procédés qui sont à l'échelle industrielle, mais c'est conçu pour une industrie particulière. Pour le déchet ménager, ça reste encore, il n'y a que l'incinération qui est bien étudiée, qui est bien étudiée et qui est utilisée couramment. Pour la pyrolyse et la gasification, ça reste à l'échelle recherche et développement. Comme quelques procédés, mais pour des déchets spécifiques.
Donc, il y a un pyrolyseur ou un gazogène pour ces déchets-là. Pour le biogaz, il y a tout. Il y a pour les déchets spécifiques, comme il y a pour les déchets ménagers, pour le biogaz. Bon, ce qu'on a en Tunisie, c'est notre... on produit du biogaz à partir de l'enfil, c'est à partir des décharges contrôlées. En fait, pour le moment, on ne le produit pas. C'est plus une conséquence un peu gênante parce qu'on n'est pas en train de l'exploiter. Voilà. Après, c'est fermentation et on obtient du biogaz. On ne le fait pas exprès, mais on le récolte. En fait, c'est pas une conséquence, c'est bien étudié à l'avance. En fait, dès la conception de la décharge contrôlée, ils font un système de canalisation du biogaz. Ça va être un résultat. Voilà. Et un système de canalisation de lixiviaire. Donc ça, c'est conçu dès le départ, parce que les études ont montré qu'après un certain temps de vie, un certain temps d'entassement des déchets, on commence à récolter le biogaz et le lixiviaire. Donc c'est prévu dès le départ. Donc ça c'est pour le biogaz. On produit aussi également quelques expériences de production de biogaz à partir des boues des stations d'épuration, des sewage sludge. On a une station de production de biogaz à partir des sewage sludge. Certains digesteurs ruraux au niveau des zones rurales, c'est des aliments, des limites dans les années 80, pour produire de l'électricité et du gaz localement, centralisé. Et puis, il y a quelques expériences de production de biogaz à partir de la margine et du grignon d'olive. Du biodiesel, on le fait à partir des huiles usagées, des huiles de friture. C'est fait surtout au Sotulu. Il y a l'arme agricole pour la production de biodiesel à partir des huiles de friture. Ça marque une agricole Sotulu. C'est étatique. C'est étatique. هما يدوروا على لي فاست فود ويلموا هم يلموا يشوفوا ساعات عندهم بنك هكا صغار في الكايون. دونك هما كلهم ils sont à l'état de معناتها au stage de RD معناها لا هما البرودكسيون دو بيوتي. فما de la production et de l'exploitation. Voilà, c'est je sais pas je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en font. Franchement on n'a pas entendu parler. أنا حتى par exemple البيوديزل وكل حاجات خليهم في الكور ما سمعناش كاع بالسنة. هما بزاف نشوف Sotulu ils font ça. Ils ont un laboratoire Sotulu. Alors, la production de biogaz dans les décharges contrôlées, ça c'est pas très en place. Ça c'est un grand digesteur comme ça au marché. Est-ce que vous organisez des visites puis le marché de gros, un digesteur des déchets du marché de gros, avec des belges et avec les sacs. Donc, il y a juste la gestion des déchets, les tri, tout ce que sort, les saisies, le reste des... D'accord. Ou la generating electricity, عندهم beaucoup de projets. Alors, des digesteurs ruraux, je sais pas si ça, je vois ce qu'on est en train de faire. Bon, dans notre c'est un choix, c'était pas le mien, c'était le train en marche. Je trouvais l'équipe avec 3 projets de recherche. Un projet sur la pyrolyse, un projet sur la gazification et un projet sur la combustion ou l'incinération. Pour le projet de la combustion, l'équipe qui travaille sur la combustion a choisi de faire la combustion des gaz, pas des déchets. On ne fait pas d'incinération, c'est plutôt la combustion des gaz, du biogaz, c'est à la base, mais on n'a jamais fait le pilote de biogaz. Et ils travaillent avec le butane, ils font des simulations numériques. Pour la pyrolyse et la gazification, il y a eu des pilotes qui ont été conçus et mis en place au niveau de notre équipe. On a des pilotes de pyrolyse et de gazification. Et c'est les seuls filtres qui existent. En fait, au niveau de la هما مشوا في المقطع هذه البوطه في اول التكنوبول وعندنا اللوكال اللي احنا حاطين فيه هو التيم تاعو تحت
Du coup, j'ai les experts il faut plus faire entrer ni visiteurs, il ne faut pas manipuler. De l'expertise. Voilà. Donc en urgence, il ne faut pas aller. Donc je me dis que donc c'est quoi la différence entre la pyrolyse et la gasification? La pyrolyse, c'est la décomposition thermique de la matière organique ou la décomposition organique dans un milieu inerte, pas d'oxygène. Aucun apport en oxygène, plutôt en inerte milieu avec de l'azote ou bien avec de l'hélium. On travaille avec de l'azote et on travaille à des températures moyennes, moins de 800 degrés. On fait 500, 600, 700 degrés. Pour la gasification, c'est aussi le craquage thermique des déchets, mais en présence de quantités contrôlées d'oxygène. Donc, on injecte un peu d'oxygène, enfin, un agent oxydant, oxygène, voilà, CO2 ou bien de l'air, enfin, du vapeur d'eau, et avec des quantités contrôlées. Ce qui fait que la gasification, c'est une oxydation partielle. Ce n'est pas l'incinération, ce n'est pas la combustion complète. Donc, on fait la combustion ou l'oxydation partielle et on produit essentiellement un gaz. C'est le gaz de synthèse, on parle de gaz de synthèse. Et on travaille à des températures supérieures à 800 degrés Celsius. On peut atteindre jusqu'à 1200 degrés avec notre réacteur. Donc, l'incinération, c'est la combustion complète. Ah, c'est la combustion complète, donc voilà. Que ça doit générer des gaz. Voilà, on n'en fait pas. On n'en fait pas. On a le clé génère. Le clé génère, on a le dépôt produit. C'est beaucoup plus. Les non désirés, enfin, les produits principaux, ils sont valorisés. C'est bien. في الجازيفيكيشن ده برودكشن de syngas. Voilà, le gaz principal. C'est le pilote qui est conçu dans notre laboratoire. Donc c'est un fixed bed réacteur. C'est un réacteur Alifix downdraft. À une échelle semi-industrielle, c'est 50 kW thermique. Alors, on met le déchet, je vous l'ai clapé, donc on met le déchet, la biomasse dans la partie supérieure, on ferme. On a ici un orifice pour faire entrer la flamme. En fait, la flamme, on va activer une autocombustion. Une fois acheté le sran, on sacre l'orifice avec et on commence à injecter un peu d'air. C'est comme si c'était un frère. Et on contrôle avec des thermocouples, le montée de température. On a une dizaine de thermocouples tout au long du réacteur pour voir si la combustion est le process est en train de se faire ou l'est. Alors, donc, l'entrée de la biomasse c'est par le haut du réacteur, la sortie du syngaz c'est par le bas, c'est par cette canalisation avec un semi downdraft. D'accord, c'est le sens en fait de circulation. Donc, alors, à l'intérieur du réacteur, bon, c'est le réacteur de pyrolyse de Najjar Mbarak. Attendez, le pyrolyse. Alors, on a la gasification, je vais au niveau de la gasification. Alors, donc, de préférence, un réacteur de gasification, un réacteur de pyrolyse, mais il y a un réacteur en acier inoxydable. Et tout autour du réacteur, on a une résistance, un four, une résistance électrique. La résistance, elle est reliée à un eurotherme qui permet de régler le programme de température. Pyrolyse, on part avec un programme de température, il y a différents programmes. On peut aller de la température ambiante jusqu'à 600, jusqu'à la température maximum de pyrolyse, avec différents programmes. Je me suis avec des paliers, avec des rangs. Et demain, allez, à partir de la littérature. Bon, on a confectionné ou... Mais non, on a des réacteurs pour les pièces. Un atelier.
Mais bon, la conception, c'est basé sur la littérature. Là, on a une collaboration avec une équipe FESFERS, qui est Kamel Halbani, وفي هذه il y avait une étudiante qui a une thèse de consultante في فرنسا تمشي chez le superviseur la تجي البارتي نتاعها في تونس خدمت c'est des projets de thèse. C'est des projets de thèse. Voilà. L'innovation en elle-même, elle est déjà connue, on va dire, la recherche. Voilà. L'innovation, c'est comment mettre tout le processus en marche et prouver que ça marche et le rendement et tout. Voilà. Ça, mais il y a tout un travail d'optimisation, d'amélioration du procédé. Les deux jeunes thésards, اللي قاعد في فرنسا واللي خرج من السنتر وقت les pratiques, là où on s'est rendu compte des problèmes, des difficultés, donc le procédé il est amélioré à chaque fois, tout le temps. En plus, c'est chaque type de déchet a le comportement thermique interne. Donc il faut l'adapter pour chaque type de déchet. C'est pas... Donc vous faites des simulations sur ce ordinateur pour chaque type de déchet, l'utilisation des températures, de la pression, de... Voilà. Enfin, c'est pas vraiment des simulations, mais c'est des recherches. C'est des expériences. À chaque voilà. fois, ils testent et voilà, on teste. Et pour avoir les conditions optimales de production maximale des produits de la pyrolyse. D'accord. Donc, je trouve le produit de pyrolyse qui fait. Le type de déchet, il faut optimiser le raffiner. Voilà, raffiner. Il agit en thermostat, c'est à peu près plus ou moins. Mais ça dépend c'est un programme, mais selon la pression. Enfin, la pression montre pas beaucoup. Les facteurs qui jouent énormément sur les rendements des produits de la pyrolyse, c'est la température et c'est le pas de chauffe. Est-ce qu'on chauffe rapidement, est-ce qu'on atteint la température maximale rapidement ou lentement? Le pas de chauffe, ça joue énormément. Le taux d'azote, le taux d'azote, le débit d'azote, il joue aussi. Parce qu'en fait, le débit d'azote, ça refroidit les vapeurs. On a rajouté les vapeurs pour les condenser après, pour récupérer une fraction liquide. Si on le refroidit au niveau du réacteur, donc les vapeurs se forment de goudron, c'est une réaction secondaire et on n'obtient que du gaz. Donc tout est vraiment au choix selon les produits. En fait, avec le déchet interne, on fait un chauffage sans oxygène, donc en milieu inerte, pour récupérer des vapeurs. Le produit principal de la pyrolyse, ce sont des vapeurs. Quand on récupère ces vapeurs-là, on utilise un système de condensation pour récupérer une fraction qu'on appelle condensable. La fraction condensable, c'est ça, donc c'est comme le bleu diesel, c'est comme le diesel. C'est une biohuile et qui est un mélange, c'est un mélange très, très complexe de composés organiques, allant de l'aliphatique, le nacelle, le composé benzénique. Donc c'est vraiment un l'air. Les vapeurs. Les vapeurs par combustion, voilà. On les refroidit rapidement. En fait, on refroidit, on a un système de condensation qui peut atteindre moins 5 degrés. On utilise de l'eau glycolée pour que ça ne gèle pas. Après le moins 5 degrés, quand on refroidit rapidement ces vapeurs-là, on refroidit la fraction.